Alors, je suis là avec trois invités. Ça va, vous êtes bien installés? Très bien, Parfaitement bien installé. Tout le monde va bien. très bien. Alors, j'en profite de ce petit temps d'attente pour vous indiquer qu'on aura un autre webinaire stratégie le 4 juin sur les nouveaux visages du marketing digital et qui aura lieu de la même manière. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Il y aura plusieurs communications avec les liens pour que vous puissiez tous vous inscrire. Donc, le 4 juin avec les FAP sur les nouveaux visages du marketing digital. La salle d'attente se remplit. On voit que vous êtes toujours plus nombreux à rentrer dans la salle. Tant mieux. Vous êtes maintenant 170 à nous regarder. Je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Il est 11h02. Pour vous indiquer juste un peu comment ça va se passer, donc on a trois invités, on va discuter sur le sujet. Il y aura un petit sondage à un moment donné. On va vous demander de participer, de répondre à une question. Sur lequel nous allons aussi parler après des réponses. Et enfin, à la toute fin, nous allons ouvrir une session de Q&A pour lesquelles vous pourrez poser toutes vos questions à vos invités qui sont là pour vous, pour y répondre. Et ça clôturera ce séminaire après cette séance de Q&A qui devrait durer entre 45 et 55 minutes en gros si on déborde un petit peu. Voilà. Bon, je pense on va pouvoir commencer. On va considérer que la plupart des gens puissent se connecter. Alors, bienvenue à ce séminaire stratégie et The Trading Desk sur comment piloter sa stratégie média. La première des choses en cette crise sanitaire, c'est d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette crise. Et même si on va parler passionnément de marketing et de médias dans les minutes qui viennent, on voulait d'abord donc avoir une pensée et se dire que les proches et la famille sont quand même ce qui compte le plus, et cette période nous le rappelle. Maintenant, suite à cette crise sanitaire, ce dont on s'aperçoit depuis quelques semaines, c'est que l'économie a subi un choc et qui ne va pas revenir à la normale aussi facilement que l'on l'aurait souhaité. Donc, face à ce monde un peu incertain et à reconstruire, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et notamment, de ce fait, dans une période un peu plus compliquée, les investissements médias peuvent être pas mis à mal, mais devenir des variables d'ajustement. Et donc, la question qu'on va se poser avec les invités qu'on a, c'est, dans ce monde d'incertitude, comment optimiser au mieux ces investissements médias? Et donc, pour en parler, nous avons trois invités de renom. Bonjour à tous. Donc, nous avons Bonjour. Céline, qui est Head of Media L'Oréal France, que vous voyez en bas de votre écran. Nous avons François-Xavier Leray, qui est DG France et Belgique de The Trade Desk, que vous voyez en haut de votre écran. Et nous avons Bonjour à Christine tous. Rémoville, expert partner de Bain & Compagnie Europe, que vous voyez au milieu. Bonjour Christine. Bonjour Emmanuel. Et donc, nous commençons sans plus tarder. Et la première des questions que j'ai envie de vous poser, c'est... Alors, Christine, Céline, vous êtes Oui. d'un annonceur, vous êtes de chez L'Oréal. Vous avez, vous, observé de près la modification des changements de consommation. Qu'est-ce que vous avez observé pendant cette période des dernières semaines, et là, depuis 2 semaines, depuis le déconfinement qui arrive? Céline? Alors, effectivement, il y a de nouvelles études de consommation qui ont émergé. Enfin, ça n'a échappé à personne. Et ce sont des signaux qu'on considère, en tant qu'annonceur et tout le monde, hein, pour identifier et vraiment projeter. Ah, j'ai l'impression qu'on a des petits problèmes de frise. Bon, on va passer, c'est pas grave. L'impact de ces changements de comportement. Bon, Céline, on a des soucis de frise avec vous. On va tout de suite passer à la question d'après. Plutôt que des changements de comportement, il y a aussi eu des changements de comportement sur les médias.
François-Xavier, vous, de The Trade Desk, vous qui êtes en connexion avec pas mal de médias digitaux, qu'est-ce que vous avez observé sur Tout à le fait. changement de Bon, consommation des médias? on a clairement constaté un changement de consommation média. D'abord parce que les gens ont passé plus de temps chez eux et du coup ont été enclins à consommer davantage de médias, davantage d'entertainment. Et ça s'est traduit notamment par une montée en puissance des plateformes OTT telles que Netflix où bon, ça n'aura échappé à personne, le lancement de Disney+, qui a été un succès phénoménal. On va dire qu'ils ont eu un bon concours de circonstances et que le lancement au moment du confinement a probablement joué en leur faveur également. Mais on a vu effectivement une augmentation significative de la consommation de ces plateformes OTT, ainsi que des plateformes de replay type MyTF1, Sisplay ou la plateforme de France Télévisions. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, les gens ont consommé davantage de médias parce qu'ils avaient davantage de temps pour consommer du média. Donc même les médias traditionnels, eux aussi, ont profité de cet effet d'aubaine, entre guillemets, de consommation et d'augmentation des audiences. Lié au contexte dans lequel nous étions. Donc oui, la consommation média a changé du fait de ce contexte un petit peu particulier. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est plus de savoir est-ce que ces changements de consommation vont s'inscrire dans la durée ou est-ce que finalement ils auront été le fruit d'une réaction à une situation un petit peu exceptionnelle qu'on a tous connue ces derniers mois. J'aurais un avis partagé sur ce constat. Je pense qu'effectivement, les médias traditionnels qui ont profité de l'effet d'aubaine vont probablement voir leurs audiences redescendre un petit peu, comme on peut le voir lorsqu'il y a des événements d'actualité forts qui entraînent une surconsommation des médias. Pour autant, ces plateformes OTT telles que Netflix ou Disney+, ou même les plateformes de replay, elles vont probablement conserver ces augmentations d'audience. Et finalement, cet événement, cette crise sanitaire, n'a fait qu'accélérer finalement un phénomène qui était anticipé et attendu de la délinéarisation et de la consommation des médias de façon totalement délinéarisée. Et effectivement, voilà, l'émergence d'acteurs comme Disney+, Netflix ou autres, on pourra citer des Roku ou même Amazon Prime, ne font que traduire ces changements de consommation et d'habitude. Céline, on a retrouvé Céline. Alors, on va pouvoir reprendre un peu Tant mieux, désolé. votre question. Mais non, il n'y a pas de souci. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez observé en tant qu'annonceur dans les changements de consommation, peut-être sur les ventes, peut-être sur les canaux de distribution aussi? Alors, nous, sur les canaux, ouais. Nous, sur j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça ne marche pas, L'Oréal. Non, j'ai l'impression que la connexion de L'Oréal ne veut décidément pas parler. Effectivement, on a Bon, on va passer. On va passer à la. On a eu un. On va passer à la suite. Je suis désolé de cette petite contrainte technique. Ça marchait très bien tout à l'heure. Christine, comme l'a dit François-Xavier, globalement, les gens ont aussi consommé plus de médias parce qu'ils avaient plus de temps. Ce changement de consommation, il est aussi dû à un contexte particulier. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui finalement va changer dans ce changement qu'on a observé chez les consommateurs? Parce qu'il y a des choses qui vont revenir peut-être à l'état d'avant et il y a peut-être des changements qui ont été décisifs. Tout à fait. Alors effectivement, sur les tendances consommateurs, je rebondirai déjà le point sur quelles sont les tendances actuelles et quelles sont les tendances qui vont rester. Et nous avons fait une étude au niveau mondial et nous pensons que 3 tendances vont rester. Donc déjà sur les tendances actuelles, comme on le voit tous en France, mais dans tous les autres pays, il y a une perturbation dans la vie de chaque consommateur avec des forts niveaux d'anxiété, même s'ils sont plus faibles dans certains pays qui économiquement vont un petit peu mieux, comme la Suède par exemple, ou l'Angleterre, où il y a, qui ne veut pas transmettre ses dettes à ses enfants. Mais donc dans le quotidien, on voit une certaine anxiété, à sortir dehors, une certaine anxiété à cause de perte d'emploi pour certains, un besoin de prendre le large, de quitter les grandes villes pour d'autres, et aussi de travailler à la maison pour un petit peu aussi se protéger de l'extérieur. On voit aujourd'hui aussi en France et dans les autres pays, les objets de consommation ont également évolué, puisque en fait les consommations maintenant se focalisent sur l'essentiel avec des catégories qui sont totalement maintenant sorties du marché, que ça soit le tourisme, que ça soit l'automobile qui reprend tout doucement.
Et puis aussi, intéressant, c'est que consommer à la maison, c'est-à-dire retour de la cuisine à la maison, recherche de produits frais, manger sain, et aussi la recherche de, vous parliez de circuits de distribution tout à l'heure, la recherche de circuits de distribution courts, repartir au marché, aller à la ferme, se faire livrer à la maison. En termes de circuits de distribution, on voit aujourd'hui globalement une baisse de fréquentation des grandes surfaces au profit des commerces de proximité et aussi du commerce online et de l'e-commerce, que ce soit du Amazon ou des Auchan Drive ou e-Carrefour. Qui augmente puisque les gens préfèrent se faire livrer à la maison ou faire du drive que de prendre des risques en magasin. Donc maintenant, la question, effectivement, c'est qu'est-ce qui va rester sur ces tendances. Nous pensons que 3 tendances vont rester. Donc la première, c'est concernant le pouvoir d'achat, puisque globalement, on voit une baisse et on pense que cette baisse du pouvoir d'achat va rester, notamment en France, en Italie et aussi dans une certaine mesure en Angleterre, liée à ces pertes d'emploi et aussi l'évolution des priorités individuelles. Donc, très probablement une plus forte sensibilité prix des consommateurs et une attention tout particulière au ratio qualité-prix dans leur comportement de consommation. Deuxième tendance très importante, et François-Xavier a évoqué le sujet, c'est effectivement la digitalisation, puisque en fait, la digitalisation qui avait déjà commencé avant Covid, nous pensons qu'elle s'est accélérée, ce qui normalement aurait pris 3 ans, a pris en fait 3 mois. Puisqu'on voit aujourd'hui des échanges digitaux transverses, cross-générationnels avec l'utilisation d'applis WhatsApp pour parler avec ses grands-parents ou parler avec ses amis à distance. Autour d'intentions, on n'a jamais vu autant de joueurs d'échecs online. Également le sport maintenant, en passant du e-sport ou en regardant aussi du e-gaming. Et ainsi qu'une prise de conscience que le digital partout a finalement des avantages. Des avantages surtout en termes de démocratisation, puisque on le voit, on en parlait tout à l'heure, les Cannes Lions maintenant seront digitaux au mois de juin et donc ouverts à tous, alors qu'avant c'était principalement l'élite de la créativité et du marketing. On voit le Louvre, pour citer des exemples parisiens, il y a eu 10 millions de visiteurs uniques en 2 mois, et notamment un public américain qui visitent donc le Louvre à distance. Donc, on voit que cette digitalisation rentre dans le quotidien et a aussi certains avantages de démocratisation. Nous pensons aussi que les consommations online, les achats en ligne, la livraison à la maison, va continuer effectivement à être plus importante après Covid qu'avant Covid. Et effectivement, le digital media dont a parlé François-Xavier. Je donnerai un petit exemple, puisque François-Xavier parlait effectivement de l'appli Disney. Elle a été téléchargée près de 2 millions de fois en 24 heures lorsqu'ils l'ont proposée gratuitement sur un certain horizon de temps. Donc effectivement, le Netflix, gaming, l'appli Disney, etc. Va continuer son fort positionnement. Pardon, allez-y. Et la dernière tendance, et après je m'arrêterai là, la dernière tendance, c'est effectivement autour de la santé, la sécurité et l'hygiène. Et nous pensons qu'avant Covid, on parlait beaucoup d'environnement. Après Covid, on parlera beaucoup de santé, sécurité et hygiène, avec des moments de consommation qui vont changer un petit peu de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous envisageons aussi une appétence plus grande pour le sans-contact. Le sans-contact, par exemple, en moyen de paiement, et moins de fréquentation des restaurants pendant environ 12 à 18 mois après Covid, car effectivement, les consommateurs vont travailler de plus en plus à la maison, donc manger à la maison, et puis globalement, va perdurer un peu ce sentiment d'inconfort à l'extérieur. Donc, c'est un tout nouveau consommateur. On peut voir que globalement, sur ce que vous dites, c'est vraiment une accélération d'une transformation qui était déjà en cours. Mais donc, pour ce qui est de la digitalisation, ça devrait vraiment perdurer plutôt dans le long terme vis-à-vis de ce nouveau consommateur.
La question que j'ai envie de changer, c'est face à ce nouveau profil de consommateur. Aujourd'hui, vous, les entreprises, alors je vais revenir à Céline, que je pense on a retrouvé. Ah ben non, elle a redisparu. Décidément, on n'a pas de chance. Elle va revenir, c'est ça. Elle va revenir. La question que j'avais envie de poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, chez les entreprises, c'est plus compliqué de faire un planning média parce que on peut plus se fier à la connaissance précédente. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire son planning média? Je pense qu'il y a effectivement je me permets de répondre à ta question, Emmanuel. Et puis Céline, si elle nous rejoint, pourra rajouter sa vision côté annonceur. Mais je pense qu'effectivement, ce genre de contexte et d'environnement qui sont extrêmement changeants complexifient également le travail des annonceurs et des agences médias quant au planning, puisqu'on est face à des situations totalement inédites avec des environnements qui sont extrêmement changeants. Et ce qui explique probablement aussi cette montée du digital qui offre beaucoup de flexibilité, beaucoup d'agilité, qui permet un ciblage plus affine, on va dire, plus précis, et de pouvoir ajuster ce ciblage finalement quasiment en temps réel pour pouvoir toucher les audiences et également ajuster son message. Un point que je voulais rajouter sur ce que disait Christine tout à l'heure sur les changements d'habitude et de comportement consommateur, je pense qu'un des faits marquants, en tout cas qui moi m'a marqué pendant cette période, c'est l'importance de la relation qu'on entretient avec les marques. Et ça, pareil, je pense que Céline pourra apporter un peu plus de détails là-dedans. Mais je crois qu'en tant que consommateur, ce qui a été important pour moi, c'est de me rapprocher de marques qui ont les mêmes valeurs que moi et qui ont su s'adapter à la situation en termes de message marketing, pas simplement en termes de plan média, mais ce que j'attendais, c'était effectivement peut-être une relation plus intime, si on peut dire des choses comme ça, avec les marques, et voir finalement des messages pas forcément ultra promotionnels au cours de cette période, mais des messages peut-être plus bienveillants, plus intègres de la part des annonceurs pour nous accompagner, nous, en tant que consommateurs. Et je pense que les annonceurs qui auront et qui ont pris ce parti lors de cette période auront gagné énormément en termes on va dire voilà, en termes d'adoption et de la part de crédibilité de crédibilité, ouais, tout à fait. Crédibilité aux yeux des consommateurs. Et surtout que si on rebondit avec ce que disait Christine tout à l'heure sur la prédominance des considérations sanitaires et d'hygiène et de santé, tous ces messages qui vont aller dans le sens d'une réassurance aussi du consommateur vont peut-être avoir une importance aussi dans l'avenir. Céline, je vais profiter qu'on vous ait retrouvé. Visiblement, là, ça a l'air de bien marcher. Pour vous poser la question, aujourd'hui, vous, en termes de planning, est-ce que chez L'Oréal, c'est plus compliqué que par le passé pour essayer de mieux réorienter ces investissements médias? Ah, on ne vous entend pas. Activez le micro, Céline. Céline, activez le micro. Céline, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Désolée. Ah, bon. Voilà, pas de souci. Oh là là, la technique n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc j'ai bien entendu votre question. Vous n'avez pas entendu ma réponse, mais ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'est pas plus compliqué, mais ça demande plus d'agilité et d'adaptabilité. Et ça demande aussi d'avoir une bonne collaboration avec nos agences médias. Ça a été clé pendant cette période, mais nos enjeux restent les mêmes. On est là, c'est vraiment être là où nos audiences sont, adapter nos investissements médias en fonction des comportements et des usages pour pouvoir apporter la réponse la plus pertinente. Donc, pour les marques du groupe L'Oréal, on s'est adapté rapidement au contexte, comme tout le monde, et en fonction des circuits de distribution qui étaient ouverts et de la pertinence de certaines catégories pour nous. Donc, et surtout avec des messages et un ton adapté aux besoins et aux attentes des consommatrices en termes de concepts créatifs et d'expérience beauté, pour avoir une conversation qui soit plus authentique et plus engageante avec nos communautés. Donc, ça a été plus de services, plus de coaching, notamment avec des formats comme le Virtual Try-On ou tout ce qui a été live streaming. Il y a eu beaucoup d'accélération là-dessus, ou les téléconsultations. Je pense que vous avez peut-être vu la pub de L'Oréal Paris avec Eva Longoria en direct depuis sa salle de bain. Bon, ça illustre bien les nouvelles manières de faire, mais au final, c'est une approche qui est très pragmatique. Et finalement, on se rend compte que ça renforce la connexion entre nos marques et nos consommateurs. Mais par contre, vous êtes obligé de réagir beaucoup plus rapidement en fonction de là où sont les consommateurs, parce qu'ils bougent beaucoup plus. Donc, ça demande beaucoup plus de souplesse au sein de l'entreprise, finalement. Plus de souplesse, plus d'adaptabilité, oui, absolument.
au sein de l'entreprise et avec nos agences partenaires. Ce qui met un peu à mal, je me permets de rebondir sur ce que disait Céline, ce qui met finalement un peu à mal le média planning avec des médias traditionnels qui finalement, eux, ne proposent pas cette agilité-là. Et puis on a vu les consommateurs, on le disait tout à l'heure avec Christine, les consommateurs ont accéléré leur adoption des canaux digitaux et les médias traditionnels vont eux aussi devoir à un moment adopter finalement les codes digitales et s'adapter au digital pour pouvoir gagner en agilité, qui est un terme que reprenait également Céline dans un contexte qui peut être très, très changeant. Effectivement, opérer des achats médias sur des médias traditionnels qui n'offrent pas forcément cette agilité-là, aujourd'hui devient extrêmement contraignant et même peut-être risqué pour un annonceur qui doit pouvoir très rapidement s'adapter à son contexte. Vous, Christine, vous êtes une spécialiste des modèles aussi, de la modélisation des comportements. Est-ce que vous pensez que les modèles du passé sont complètement obsolètes et qu'il faut tout reprendre de zéro pour construire des modèles de comportement à venir? Comment vous voyez cette manière de construire les scénarios médias et le planning média dans l'avenir? Tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, les modèles historiques qu'on appelait les MMM, Marketing Mix Modeling, ne marchent plus. En tout cas, ne marchent plus en isolation, puisqu'en fait, on voit une forte pression sur les prix, les coûts pour mille, etc., présents et futurs, ne vont pas refléter obligatoirement le passé. On voit des comportements médias différents, on en a parlé, des comportements consommateurs significativement différents. Et donc, on ne peut pas se baser uniquement sur des données historiques pour prédire l'avenir. Donc, pour prédire l'avenir et définir ces plans médias et plans marketing, la donnée va devenir indispensable et vraiment au cœur du dispositif pour pouvoir être capable d'avoir le bon mix et d'avoir la bonne approche. Et je vois en général quatre actions qui sont nécessaires pour pouvoir prédire l'avenir et avoir les bons mix. Premièrement, c'est déjà avoir un accès aux data qui permettent déjà de prévoir la demande. Soit déjà en regardant les crises économiques précédentes qui ont eu lieu, quels ont été les phénomènes de demande. Et puis aujourd'hui, avec des données tout à fait pertinentes qu'on a la chance d'avoir à travers Google, à travers les ad plateformes et à travers les différentes données digitales, on arrive à voir en temps réel quels sont les mots-clés recherchés et par conséquent, où est l'intérêt des consommateurs en termes de demande et quelles sont les demandes qui shiftent d'une semaine sur l'autre. Est-ce que quand les coiffeurs reprennent leur activité, voilà, quel est l'impact sur la demande de cosmétiques et inversement, quand les avions recommenceront à voler, quel va être l'impact, etc. Et donc toutes ces données temps réel du digital nous permettent d'avoir une analyse assez fine des tendances en termes de demande consommateur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc par rapport à ça, effectivement, on parlait énormément d'agilité. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je parlerai aussi de vélocité. C'est-à-dire qu'il faut être agile, mais aussi il faut aller vite. C'est-à-dire que très très rapidement, il faut adapter ses plans médias. Donc François-Xavier en parlait également. L'avantage du digital, c'est on peut adapter son plan média assez rapidement. C'est plus compliqué dans le offline. Mais très rapidement, quand les tendances de consommation reprennent, c'est pouvoir rapidement adapter son plan média, revoir les budgets d'une manière beaucoup plus rapide, justement qu'avant. Au lieu de fixer un budget fixe pour une tendance longue, c'est sur une tendance qui va être beaucoup plus courte. Et puis surfer sur les changements attitudinaux avec très probablement plus de télévision sur des news locales à cause de l'anxiété. Comme on est encore en absence de sport, plus d'abonnements VOD, avec plus d'online gaming, social media, parce qu'on est capable de jouer à plusieurs, etc. Bon. Et ensuite, troisième étape, et je pense que c'est une étape qui est fondamentale et beaucoup d'annonceurs ont commencé à s'y prêter, c'est ce que j'appelle le test and learn. C'est-à-dire être capable de pouvoir tester un média mix. Alors, encore une fois, c'est plus facile dans le digital, et du contenu. Parce que le contenu est très, très important. On n'en a peut-être pas suffisamment encore parlé, mais avoir le bon message est aussi, voire plus important qu'avoir aussi le bon canal. Je vais prendre un exemple tout simple. Si Air France avait préparé un contenu de crise, entre guillemets, de dire en multicanal,
We love you, we'll come back, ça aurait créé une émotion importante en termes de fidélité des consommateurs. Donc, avoir quelque part le bon contenu, c'est aussi primordial par rapport à l'intérêt du consommateur. Donc, la troisième étape, c'est aussi de pouvoir tester, de faire du test and learn, beaucoup de tests sur un marché pour créer des segments. Et puis surfer sur le coût pour 1000 qui est le plus optimisé, sur le bon contenu qui convient pour pouvoir garder donc les tests qui fonctionnent et puis les déployer à l'échelle nationale ou internationale en fonction des annonceurs. Et la dernière étape, la quatrième donc, qui est un peu plus holistique en termes de scénario, c'est effectivement planifier pour le rebond, pour le retour. C'est maintenant qu'on planifie. C'est-à-dire qu'on parlait de data tout à l'heure, il va falloir élargir les insights, intégrer la data dans les systèmes d'information, la first party data, la data que l'on possède, et puis fournir des insights d'audience d'une manière beaucoup plus récurrente dans le futur, et en profiter pour remettre aussi sa maison en ordre en revoyant les assets technologiques que l'on possède, quels sont les sites web qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Pour faire aussi le tri. Beaucoup de sites web aujourd'hui chez les annonceurs. Est-ce qu'ils fonctionnent tous? Quel a été le retour sur investissement? Et puis standardiser aussi des codifications de campagne pour faciliter le reporting et la visibilité, en tout cas la lisibilité du présent et du futur. Ouais, c'est clair, et c'est vrai que moi, si je peux ajouter, c'est vrai que ce qu'on se disait avant, c'est que cette crise, elle a accéléré la consommation média digitale des Français, et du coup, on le voit, ça renforce aussi l'omnicanalité du parcours client. Donc, du coup, en termes d'exploitation de la data, il va aussi falloir qu'on combine beaucoup mieux les données online et offline. Je pense que ça va vraiment être clé. Oui, tout à fait. Ouais, très clair. Et en plus, c'est vrai que le parcours client a foncièrement changé, donc il va falloir qu'on l'anticipe. Ouais. Exactement, oui. Manuel, on ne t'entend plus. Ah. Je suis contente, c'est pas moi. Non, chacun son tour. Alors, je crois qu'il avait un autre sujet qu'il souhaitait aborder avec nous, qui est au niveau des niveaux de budget marketing. Faut-il couper les budgets ou ne pas les couper? Tu veux en parler, François-Xavier? C'est ce que je disais un peu, bien sûr, volontiers, je prends la main sur ce sujet, et puis je vous laisserai après la parole. Si tu veux. Ouais. Voilà, je pense que tu peux compléter. Non, nous, on a une conviction qui est claire, c'est que on a la certitude qu'il ne faut surtout pas couper la relation avec les consommateurs dans ces moments-là. La question qui se pose, c'est plus quel message, et tu en parlais tout à l'heure, Christine, quel message on veut véhiculer dans un moment où le consommateur est en attente d'autre chose de la part des marques que simplement un discours promotionnel, et quelque chose qui soit peut-être plus dans l'émotionnel, comme tu le disais, en prenant l'exemple d'Air France, par exemple. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et puis, l'histoire a montré dans le passé que les annonceurs qui avaient, lors des crises, pris le parti de réduire leurs investissements ou de stopper leurs investissements avaient eu ces décisions-là avaient eu des conséquences importantes sur le développement et les parts de marché coûtaient d'autant plus cher à récupérer a posteriori quand il fallait redémarrer. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas couper ces investissements. Il faut simplement effectivement modifier son message et s'adapter au contexte. Et puis ensuite, peut-être réattribuer et réallouer les investissements sur les médias, sur les canaux qui sont les plus efficaces, les plus à propos en fonction du contexte. Et là, on en a beaucoup parlé effectivement en début de webinaire sur l'adoption des canaux digitaux et les changements de consommation média. Clairement, aujourd'hui, les annonceurs, et il y a quelques mois, les annonceurs qui ont continué à communiquer, ont probablement pris le parti de communiquer davantage sur les canaux digitaux pour peut-être délaisser des canaux plus traditionnels, même si on a vu une augmentation des audiences sur les canaux traditionnels également, je le répète. Après, effectivement, des canaux comme l'OOH, dans le cas d'un contexte de confinement, j'imagine qu'effectivement, les annonceurs ont probablement, quand c'était possible, dans la mesure du possible, réalloué leurs investissements sur des médias qui pouvaient permettre d'exposer leur message à leurs audiences. Et Céline, chez L'Oréal? Oui, et puis, nous, chez L'Oréal, on a observé 2 trends forts, mais qui étaient liés. Et effectivement, on a adapté notre média planning en fonction des contraintes de déplacement des consommateurs durant cette période de Covid. Donc, nous, ça a beaucoup accéléré sur tout ce qui est commerce de proximité et e-commerce, que ce soit direct ou indirect, parce que effectivement, pour certaines marques, si je prends l'exemple de Kérastase chez nous, qui est donc chez les coiffeurs, l'e-com, c'était le seul point de contact de la marque pour continuer, pour assurer une continuité du business.
Donc nous, on a adapté nos catégories parce qu'effectivement, on a certaines catégories qui ont accéléré, type la coloration ou le skincare, notamment les crèmes pour les mains, basiquement. Et puis d'autres pour lesquelles c'était beaucoup plus compliqué, type le maquillage, parce que quand on est chez soi, on se maquille moins, et quand on est derrière un masque, on se met pas forcément du rouge à lèvres. Donc, pour ce qui est sur la baisse des budgets, je pense que d'abord, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend des circuits de distribution qui sont ouverts. Je pense qu'il y a une nuance aussi entre couper un budget et réduire la voilure sur une période spécifique. Donc voilà, pour L'Oréal, par exemple, il fallait que les usines fonctionnent et que certains magasins soient ouverts. Donc et quand c'est le cas, évidemment, on a repris en communication sur des produits opportuns et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, avec des messages adaptés au contexte parce que c'est absolument clé et puis avec des messages plus expérientiels, plus serviciels chez nous, plus d'accompagnement, plus de proximité avec nos consos. Ouais. Et c'est vrai que tu parles de couper ou ajuster les C'est pas dépenses. pareil quand même, ouais. C'est pas pareil, ouais. Ouais, Et je pense qu'il faut nuancer, ouais. il faut nuancer, oui. Et c'est vrai qu'on a vu, en fait, 70% des annonceurs ont coupé ou ajusté effectivement leurs dépenses marketing sur le trimestre de crise parce qu'ils avaient soit pas les bons produits, c'est le cas de l'automobile, ou alors ils n'avaient pas les bons messages, ou alors et par contre, ouais, je te coupe, mais il y a aussi un phénomène de repli ou de peur, panique finalement ouais, de ce qui se prépare. ouais. Et je pense que ce phénomène-là ne fera qu'accentuer finalement la crise potentiellement à venir. Donc je pense qu'il fallait pas effectivement agir de la sorte. Et on a vu effectivement un certain nombre d'annonceurs nationaux, L'Oréal en fait partie, continuer à prendre la parole. Et je pense que c'était Ouais. évidemment le bon choix. C'était le bon choix. Ouais. Et nous, on a fait une étude et on a vu en fait qu'il y a 5 fonctions qui ont été coupées par les annonceurs. Et sur les 5 fonctions, il y en a 2 qui sont effectivement marketing et vente qui ont été coupées. Donc le marketing était vraiment au front quelque part hein, en termes de budget. Et on a vu effectivement les pôles qui ont été le plus réduits, voire coupés complètement. Ça a été l'événementiel, bien entendu, les relations publiques, médias en numéro 3. Et puis ensuite, d'une certaine mesure, les études, même si maintenant ça repart parce que on a besoin d'avoir des tendances prédictives. Et ceci étant dit, alors je crois que c'est une étude Kantar justement qui disait si on arrête la publicité à la télévision pendant 6 mois, en moyenne, hein, on voit une baisse de la notoriété de 39%. Donc il est clair aussi qu'il faut être vigilant à pas trop couper. Il y avait un exemple dans la récession 90-91. C'était McDo qui avait complètement arrêté ses investissements publicitaires, alors que Pizza Hut et Taco Bell n'avaient pas suivi, ils avaient continué à investir. Et ces 2 derniers ont vu leur croissance de chiffre d'affaires à 2 chiffres, alors que McDonald's a perdu énormément en chiffre d'affaires pendant 20% en l'occurrence, ouais, dans ce contexte-là. Ouais, je connaissais cette étude, effectivement, c'est 20% de perte de part de marché dans les années 90. Il y a un autre exemple aussi qui est Toyota et Volkswagen dans les années 70, où pareil, au moment de la crise, Toyota avait continué à communiquer énormément et était devenu du coup le premier constructeur automobile mondial en prenant la place de Volkswagen, justement, parce qu'effectivement, c'est des phénomènes d'opportunité et stopper sa communication à ce moment-là peut mettre à mal, effectivement, des positions d'annonceurs sur les parts de marché. Non, c'est clair. Enfin, nous, on a gardé le reach, on a adapté nos messages. Après, on le sait tous, hein, on fait du média pour être considéré et faire de la conversion. Donc, je pense que la période fait en revanche qu'on a une attention particulière sur la mesure de l'efficacité des actions en termes de business, encore plus qu'avant, même si c'était déjà une exigence avant le Covid. On peut quand même se le dire, tu vois. Tout à fait. Est-ce qu'on a retrouvé Emmanuel? J'ai l'impression qu'Emmanuel est toujours en phase de connexion. Une des autres questions, c'était effectivement lié au programmatique et à l'adoption des technologies d'automatisation des achats médias. Et est-ce que effectivement le phénomène de crise et la digitalisation de la consommation média qui s'est accentuée au moment de cette crise finalement va porter également l'émergence ou en tout cas confirmer l'émergence de plateformes automatisées permettant de pouvoir opérer sur l'ensemble des canaux digitaux et d'avoir une clé de lecture finalement unifiée de son média mix, de son plan média, pour pouvoir ajuster très rapidement en fonction du contexte et des environnements. Voilà, je te pose la question
question, Céline. Du coup, puis Christine, si tu veux rebondir après. Très bonne question. On fait l'animation du coup en même temps. Céline. Donc, écoute, alors c'est sûr que sur le programmatique, on a un stop and go qui est plus simple, hein, pour tous les modèles d'achat bidding, puisqu'on a le contrôle. Donc maintenant, oui, enfin du coup, ça nous permet d'être plus précis en termes de ciblage, d'exploiter plus précisément, enfin chaque personne au bon contenu, bon ciblage, etc. Maintenant, on va voir, hein, on attend aussi sur la télé. Bon, d'abord, enfin, c'est vrai on tacle un peu les médias traditionnels, mais je trouve que si on prend l'exemple du SNP-TV, tu vois, au début du Covid, les chaînes se sont quand même aussi alignées et nous ont permis des options de report en un temps record, et je pense que c'est bien de le souligner aussi, quoi. Bien sûr. Et après, ouais, vas-y, je t'en prie. On va continuer, je t'en prie. Je t'en prie, Céline, si tu veux finir. Là. Non, après sur l'automatisation, effectivement, de toute façon, oui, on est de plus en plus, on travaille sur les plateformes, de plus en plus, on est en achat automatisé, et d'ailleurs, et sur les médias plus traditionnels, tu vois, on attend aussi l'arrivée de la télé segmentée, qui va peut-être aussi nous permettre d'activer des segments de data, d'être plus héroïstes, d'avoir une meilleure mesure, et qui s'inscrit dans les usages d'aujourd'hui. Alors tout à fait, oui, c'est un très très bon. Tu vois, je pense que les médias traditionnels évoluent aussi, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Alors je rebondirai effectivement sur le dernier point, et je prendrai l'exemple de l'Australie qui est intéressante, où on trouve plus facilement de la digital TV, digital out of home, et donc l'achat programmatique quelque part, c'est propagé. Ça va se propager, aux médias traditionnels. Aux médias traditionnels. La France ne fait pas exception. Enfin, je veux dire, on a vu déjà en début d'année des initiatives de la part de certaines chaînes de télévision, broadcasters, à vouloir justement davantage digitaliser leur modèle. TF1 en est un exemple, avec le lancement de leur offre One PTV, qu'on a lancé d'ailleurs en collaboration avec eux, qui en fait est un premier pas vers la digitalisation de la télévision linéaire, et qui demain pourra devenir segmentée, en adoptant des codes finalement du digital et en permettant justement ce gain en agilité dont on parlait un peu plus tôt. Et je pense qu'effectivement les médias traditionnels vont devoir adopter ces codes, vont devoir repenser leur modèle pour pouvoir finalement embrasser cette vague de digitalisation qui de toute façon est inévitable. On a vu des phénomènes aux États-Unis, il y a des publications qui ont totalement arrêté le print, et qui ne font que du digital désormais. Voilà, ça prouve également que finalement les médias traditionnels vont devoir repenser leur modèle. Et ils le repensent. Voilà, et ils le font déjà d'ailleurs. Ils le repensent déjà. Enfin, tu prends l'exemple de TF1, mais effectivement, sur la télé segmentée, je pense que pour tous les annonceurs, ça va être une opportunité. Et de toute façon, ça répond aux avancées technologiques et aux nouveaux usages télé, et même sur la presse. Effectivement, là, tu vois, pendant cette période de pandémie, on voit aussi sur les titres de presse une progression de leurs audiences digitales, et du coup, on va y avoir plus de segments, plus de data exploitables, et ça va aller avec. Et c'est vraiment le sens de l'histoire, et ça va renforcer le ROI de nos campagnes sur toutes les problématiques de segmentation de data. Et c'est quand même ce qu'on cherche en termes d'annonceurs, quoi. C'est l'efficacité et la précision de la mesure. Bonjour, est-ce que vous me entendez? Oui. Coucou, désolé, gros souci technique de notre côté, mais je suis de retour, en tout cas en son et pas en vidéo. Donc j'ai vu que vous avez très bien continué le déroulé parfaitement. Heureusement comme quoi ça sert de préparer quand même toutes ces tables rondes. Merci beaucoup à vous. On avait juste une petite un petit sondage à poser au public et à tous les gens qui étaient là. Je demande à la régie, est-ce que c'est possible de lancer le sondage? Donc en fait, vous tous les participants, on va vous poser une question que je vais vous lire, et vous allez pouvoir cliquer pour y répondre. Donc la question, c'est: selon vous, dans les prochaines semaines, quelle sera la priorité pour les investissements médias dans les mois qui viennent?
Est-ce que ce sera la mesure de l'efficacité, c'est-à-dire que chaque euro investi doit prouver sa valeur? Est-ce que ce sera le retour aux fondamentaux du marketing, les basiques, c'est-à-dire revenir à comment on procédait avant? La précision du ciblage, étant donné que les consommateurs changent à chaque fois, est-ce que c'est la précision qui compte avant tout? L'expérience de marque qu'on va pouvoir faire vivre à travers de nouveaux formats, c'est ce que Christine disait tout à l'heure, des nouveaux formats, des nouveaux canaux, ou au contraire, ça va être la formation des équipes qui va apporter aussi d'autres solutions comme de créer un esprit de groupe et un esprit de corps quand on en a besoin. Et donc c'est pour prendre un peu la température. Est-ce que tout le monde a répondu? On va vous laisser encore un petit peu de temps. On peut voter, nous, hein. Vous pouvez voter, tout le monde peut voter, effectivement. Donc nous sommes à 30% de réponses à peu près. Donc je rappelle que tout le monde peut voter. La question, selon vous, qu'est-ce qui sera le plus important pour vos investissements médias dans les mois qui viennent? Est-ce que ce sera la mesure de l'efficacité, le retour au basique, la précision du ciblage, l'expérience de marque ou la formation des équipes? Nous sommes à bientôt plus de la moitié des gens qui ont répondu. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'hésitants peut-être aussi, hein, c'est normal, la question est compliquée. Plus que quelques secondes pour voter. Après, il va falloir quand même passer à la suite, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va pouvoir passer. J'aimerais rebondir aussi sur, je vois une question qui est posée dans le chat, là, qui peut être intéressante. Peut-être adresser une question. Bien sûr, vas-y, allez-y, Christine. Ouais. On parlait effectivement de la digitalisation des médias, digitalisation de la télévision, l'exemple de TF1, digitalisation aussi de la presse, beaucoup de consommation online des supports presse pendant le Covid, digitalisation de l'affichage aussi, hein, Oui. qui a déjà commencé avant le Covid et qui va continuer. Donc effectivement, on voit une forte digitalisation des médias. Bon, ceci étant dit, on n'aura jamais 100% de digitalisation. Donc, je veux quand même remettre aussi la mesure hein, aussi de ce qu'on vient de se dire. Il restera bien entendu aussi une croissance de l'affichage classique dans les rues. Voilà, la presse continuera aussi à être lue. Donc tout ça ne va pas disparaître. Et par contre, effectivement, ce qui est très important, c'est de revoir vraiment ces nouveaux parcours clients. Parce qu'il y aura de nouveaux parcours clients avec probablement une flambée de l'e-commerce. Donc, c'est comment travailler aussi avec les Amazon & Co pour pouvoir positionner du contenu pertinent pour mettre en valeur les marques. Ça va être aussi, on parlait de contenu tout à l'heure, on a parlé de Netflix, Disney Channel. C'est comment faire du content placement aussi dans ces nouveaux modes de consommation média qui vont continuer à croître. Et donc, il y a tout un travail effectivement de revue des points de contact qui vont être liés au nouveau parcours client qui seront nécessaires après Covid et qui seront par nature, comme disait Céline, du online mais aussi du offline. Du offline, ouais, c'est vraiment, je pense que la combinaison des deux est vraiment clé. Merci Christine pour cette réponse. On va pouvoir afficher le résultat du sondage et donc on voit qu'arrive en tête la précision du ciblage et la mesure d'efficacité. Donc vraiment des réponses très digitales et des préoccupations très digitales pour les gens qui nous regardent. C'est quelque chose qui vous surprend? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Juste pour corriger, Emmanuel, l'expérience de marque remontait avant. Oui, elle était avant. En fait, je crois que sur ton écran, tu ne voyais pas en bas. Ouais. Ah, c'est possible. Ah voilà. Oui, l'expérience de marque remontait haut. Oui, pardon. 30%. Pardon. 30%, effectivement. Est-ce que ça vous surprend, ce type de priorité, sachant qu'on est quand même à un bon taux de réponse, donc on a quand même pas mal de répondants? Je ne suis pas particulièrement. Vas-y, je t'en prie, Christine. Merci, je vais être courte. Ça ne me surprend pas, parce que j'irai même plus loin. Je pense que ce qui est important demain, c'est effectivement la nouvelle expérience client. Dans ce que j'entends dans l'expérience de marque, moi j'entends aussi l'expérience client. C'est renouveler, transformer l'expérience client et donc la relation de la marque dans le cadre de cette nouvelle expérience client.
François-Xavier? Tout à fait. Non, mais je suis pas non plus surpris par ces résultats. Je pense qu'effectivement, il y a un changement de paradigme dans la relation marque-annonceur, marque-client, et qui a été cristallisé par la crise qu'on vient de vivre. Et je pense que tous, en tant que consommateurs, on va être davantage vigilants à la relation qu'on va entretenir avec les marques et aux messages que les marques vont nous véhiculer. Donc, effectivement, je suis pas étonné que l'expérience de marque soit devenue une priorité pour les consommateurs et également pour les marketeurs. Ça va devenir la clé de voûte de la stratégie marketing des annonceurs dans les années qui viennent. Bien sûr, et je pense que pour compléter, je pense qu'on voit aussi vraiment, enfin sur cette expérience client, elle devient, parce qu'elle est plus digitale aussi et elle est plus en temps réel, il y a plus de conversationnel, c'est quand même plus authentique et on engage beaucoup plus nos communautés. Tout à fait. Nous avons pas mal un public qui est visiblement assez actif donc on va activer le mode question pour que le public puisse poser ses propres questions. Donc vous n'hésitez pas, le mode question est activé. À partir de là, vos questions, donc elles seront modérées, mais on pourra les afficher en grand pour que tout le monde les voit. Et en attendant pendant que les premières questions arrivent, je voulais répondre finalement à cette question en guise de conclusion avec nos invités et sur les conseils pratiques. Finalement, aujourd'hui, si on devait résumer une partie de la discussion que vous avez eue sur comment, dans cette incertitude, optimiser ses stratégies médias, qu'est-ce que vous conseillerez? Déjà, la première question, quelles sont les erreurs classiques à éviter? Est-ce que, Céline, peut-être vous avez des réponses là-dessus, sur les erreurs classiques qu'on peut faire en marketing en période de crise quand c'est comme ça? Je pense que on en a parlé précédemment, c'est vraiment d'oublier le branding et de couper toutes les communications. Donc on a parlé des impacts effectivement d'être absent. Donc je pense que vraiment les erreurs, c'est d'oublier le branding, c'est de pas adapter sa création, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis effectivement, même si on fait le média pour le business et sur le ROI, effectivement, on a besoin d'être absolument considéré. Donc oui, je pense que c'est vraiment l'adaptabilité des messages, enfin le bon message, et de pas oublier le branding, vraiment. Et puis après, oui, enfin voilà, pour moi, c'est ça l'essentiel. Christine, en guise de conclusion, quels conseils vous donneriez de manière précise à un directeur marketing demain? En termes de conclusion, je dirais trois choses. Je dirais déjà, il va falloir revoir quand même les priorités. Les priorités parce que les services marketing après Covid vont avoir des mix très différents. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je reprendrai les grandes tendances. C'est tout ce qui est la créa, par exemple, toute la créa, qui est très importante aussi dans l'offline, va migrer de plus en plus aussi vers de la production de contenu, de l'adaptation de contenu, de la gestion de contenu digital. Donc, il va y avoir tout un métier aussi qui va continuer à croître sur tout ce qui est contenu digital, gestion, adaptation de contenu digital. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est aussi l'importance des technologies, des martech, des adtech. Et on pense qu'ils vont croître d'une manière importante avec aussi toutes les évolutions que l'on voit à travers les cookies. Et comment utiliser les first party data pour faire vraiment du ciblage de contexte avec peut-être demain un identifiant unique. Et puis enfin, en termes de mode de travail, avoir des équipes pluridisciplinaires au sein du marketing qui vont pouvoir avoir des approches de test and learn. On voit beaucoup d'annonceurs qui commencent aussi à insourcer leur achat programmatique. Et toutes ces approches en fait test and learn, que ça soit in-house ou que ça soit avec un partenariat intime avec l'agence, vont permettre de remonter de l'intelligence pour avoir un mix digital, mais aussi un mix média au sens large qui est optimisé et au plus près des nouvelles tendances consommateurs et des nouveaux parcours clients. François-Xavier, vous, en guise de conclusion, en termes, qu'est-ce que vous conseilleriez à un directeur marketing demain? Moi, je reprendrai certains points qui ont évidemment été évoqués par Christine et Céline, mais je dirais que
la partie primordiale, je dirais, en tout cas ce que je communiquerais, c'est de dire, continuer à innover, essayer d'être agile et de s'équiper de technologies AdTech, MarTech, de façon à gagner en agilité et de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est continuer à être créatif et adapter son message. Je pense que c'est essentiel également. Ceux qui n'ont pas su le faire ou qui ne l'ont pas fait verront forcément des conséquences. Et enfin, le troisième, c'est ne surtout pas rentrer dans un phénomène de panique qui serait de se réfugier vers des acteurs qui peuvent sembler rassurants et qui en fait sont parfois plus des menaces que des opportunités pour notre économie et pour notre écosystème, on va dire, technologique. Et j'entends, j'imagine, je ne sais pas comment les choses vont se passer, puisque c'est difficile de faire des prédictions, mais qu'un certain nombre de marketeurs vont se dire, dans un contexte incertain comme celui que nous venons de vivre, reconcentrons-nous sur des partenaires solides existants qui parfois ne sont pas totalement, ne prônent pas l'indépendance, la transparence et qui ne représentent pas forcément des valeurs qui seront alignées avec ces annonceurs-là, mais qui, parce qu'ils sont rassurants, seront des options qui seront choisies. Et je pense qu'on a la chance d'être dans un marché qui est extrêmement divers et multiple et qu'il faut absolument que les annonceurs continuent de faire vivre également ce marché de solutions technologiques, d'acteurs indépendants. Et je voyais dans les commentaires du chat un certain nombre de commentaires sur le rôle des GAFA et la menace qu'ils peuvent représenter. Je pense que c'est d'autant plus vrai dans un contexte comme celui que nous vivons. Il existe des alternatives, il existe des solutions indépendantes qui défendent les intérêts des annonceurs et qui ne sont pas forcément des menaces pour notre économie. Alors, on va passer aux questions. Attends, excuse-moi. Oui, je pense qu'il y a un dernier point quand même dont on n'a pas du tout parlé. Enfin, effectivement, au-delà de ce qu'on se dit, que tout ce qu'on produit doit avoir plus de sens, etc. C'est aussi on n'a pas parlé de l'excellence de l'exécution. Enfin, je pense que c'est aussi une période, encore plus qu'avant, que vraiment l'excellence de l'exécution est hyper importante, que ce soit chez nous, donc en termes de messages, et que ce soit chez nos partenaires, en termes de contexte, où est-ce qu'on distribue, etc. Et je pense que, voilà, au-delà de l'agilité, de la réactivité, du sens, cette excellence de l'exécution est vraiment primordiale, en tout cas pour nous, annonceurs. Tout à fait d'accord avec toi, également. C'est un très bon point parce qu'on a une question en lien avec ça, qui est une question de Marianne Léonard qui va s'afficher. Je vais la lire quand même. On parle média diffusion. Qu'en est-il de la production de contenu, de l'impact sur le budget? Faut-il chercher plus souvent moins cher et privilégier des campagnes faites maison? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une tendance justement à l'internalisation de certaines campagnes et pour essayer de sauver les budgets et perdre en excellence peut-être que plutôt d'aller chercher des partenaires qualifiés? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Céline, vu que vous avez avancé le sujet. Nous, dans l'excellence de l'exécution, alors là, moi, je parlais vraiment médias. Nous, au niveau de la prod, c'est particulier chez L'Oréal, on a des DMI donc, qui produisent pour tous les pays. Ce qu'on a adapté, on a des grandes agences, type ce qu'on a fait avec McCann, je donnais l'exemple tout à l'heure, mais avec Eva Longoria qui se filme comme une youtubeuse dans sa salle de bain pour nous montrer ses racines blanches, etc. Donc du coup, on peut faire des choses effectivement de manière plus rapide, de super qualité, avec des moyens qui sont moindres. Et puis après, pour moi, l'excellence des exécutions, c'est vraiment les touch points, les points de contact, et comment on va aller adresser nos cibles avec dans des contextes qui soient super adaptés et avec des messages super adaptés aussi. Donc je pense qu'on a déjà, pour moi, la prod et les moyens sont effectivement, c'est associé, mais chez nous, c'est pas poreux, mais ouais. Alors sur l'internalisation, effectivement, tout ne sera pas internalisé parce que il est important d'avoir une vraie expertise. Tout ce qui est créatif, toute expertise média sur le offline, une certaine partie le digital marketing, aussi CRM. Voilà, je pense que les annonceurs vont pas tout externaliser. Par contre, effectivement, on voit des tendances d'internalisation sur l'achat programmatique et puis sur la création de contenu social pour justement apporter cette vélocité dont parlait Céline.
sur la création de contenu par les consommateurs, par la marque d'une manière assez rapide. Et cette internalisation va nécessiter effectivement de nouvelles équipes, de nouveaux talents chez l'annonceur et puis des nouveaux partenariats avec les MarTech providers. Alors nous, chez L'Oréal, pour l'accélération digitale, on a déjà, donc en termes, en tout cas sur la partie média digital, et là je parle pas de production de contenu, moi j'ai déjà dans mon équipe depuis 2 ans des profils d'experts, vraiment programmatique, search et social media, et on a un modèle d'organisation avec nos 2 agences, que sont Publicis Media et Faber Novel, qui est déjà hybride, c'est-à-dire qu'ils opèrent sur nos outils, sur nos sièges, et ils sont également dans nos locaux 3 jours par semaine. Donc on a déjà une nouvelle manière de travailler et qui est très efficace. C'est ce que j'allais dire par rapport à ce que tu disais, Christine. Je pense qu'il faut nuancer un peu ce phénomène d'internalisation parce qu'on parle quand même de mix média et qu'on parle pas, et que comme on l'a dit, le digital ne sera pas tout, même si moi je l'appelle de mes voeux, mais moi je suis pas objectif, mais il y aura d'autres médias traditionnels. Il y a un média mix et et les agences ont un rôle clé dans le pilotage des campagnes plurimédia. Donc oui, l'internalisation, c'est une chose. Je pense qu'il est très important pour les marques et les annonceurs de reprendre la main sur leurs données et de choisir des partenaires qui sont des partenaires alignés avec leurs enjeux, qui respectent leur intégrité. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Pour autant, je pense que sur la partie exécution et accompagnement, il y a un véritable besoin d'expertise. Cette expertise, elle a un coût, elle nécessite des talents, et que ces talents-là, il est utopiste de les internaliser chez l'annonceur. Et il y aura toujours besoin des agences médias pour ça. Je pense qu'elles ont un rôle clé. Un plan média, c'est pas simplement du digital. Il y a de l'affichage, il y a de la radio, il y a du cinéma parfois. Et ça, c'est une expertise qui est nécessaire pour pouvoir exécuter des plans médias. Donc moi, l'internalisation, je la vois plus sur une reprise en main de la donnée first party. Et c'est ça, c'est d'être propriétaire de nos data et d'avoir une transparence sur ce qu'on fait. Je pense que c'est capital. C'est ça. Et après, je pense que les organisations, elles évoluent plus vraiment sur de l'hybridation. Parce qu'effectivement, il y a tout le plurimédia, il y a tous les canaux, on a nos agences conseils qui nous accompagnent extrêmement bien avec une vision stratégique. Et après, effectivement, il y a la déclinaison des moyens. Il faut que tout s'orchestre de manière harmonieuse et surtout qu'il y ait du sens entre ce qu'on fait en médias, entre ce qu'on fait en influence. Du coup, je pense que voilà, il y a vraiment besoin. En tout cas, nous, on a des modèles hybrides, notamment sur la partie digitale, mais tout est pensé dans un global. La stratégie, elle est globale. Le conso, il n'est pas siloté. Au contraire, il ne faut pas recréer un silo du digital non plus. Non, bien sûr. Il faut garder de la fluidité. Tout à fait. Une autre question qui est intéressante et qui en fait, ces 3 questions qu'on va essayer de mettre en une, c'est la question de Jessica qu'on va voir. C'est avec toute cette digitalisation, ne va-t-on pas accélérer la saturation du digital? Et ça va rejoindre 2 autres questions qui sont une sur la croissance de l'impact écologique d'un monde du digital, de toute cette accélération qu'on a vue en 3 mois, qui va forcément, l'impact écologique du digital, elle était connue avant et donc elle risque de s'accélérer aussi. Donc il va falloir une telle accélération, ça donne moins de temps pour contrecarrer ou contrôler un peu l'impact là-dessus. Et la troisième chose, c'est quelle responsabilité des marques sur cette saturation du point de vue des consommateurs? C'est qu'à un moment donné, à trop être sursollicité en digital, est-ce qu'il va pas falloir rééquilibrer aussi avec des médias traditionnels? Et donc, c'est la question que je vais un peu vous poser. Le rôle des marques pour éviter un peu cette saturation qui apparaît quand même un peu cohérente et limpide. Sur le digital, pour répondre très rapidement, mais sur le digital comme sur les autres médias, sur le digital, on a quand même une capacité à gérer notre fréquence, et notamment sur les outils via le programmatique, donc qui répond à la question. On limite notre fréquence et l'exposition. On a quand même le capping, le capping est très très important donc à ce moment-là, et il est déjà utilisé. Ouais. Le retour sur investissement marginal doit absolument être calculé. C'est-à-dire que dans tout ce qui est test and learn, le test and learn devrait être couplé avec des modèles économétriques qui permettront de voir à quel moment il y a la saturation. Je pense que le point qu'on dit tous, c'est pas faites du digital full speed. Ce qu'on dit, c'est que les médias se digitalisent,
D'accord, la Ouais. télévision devient digitale, l'out of home devient digital, etc. Et effectivement, certains comportements des consommateurs eux-mêmes se digitalisent par nature. Ils vont acheter online, ils vont parler avec la grand-mère sur Exactement. WhatsApp, etc. Et ça, c'est des comportements qui se digitalisent par nature et qui fait que il y aura une balance quelque part digitale, mais c'est pas avec des contenus digitaux qui seront également adaptés aux nouvelles formes de consommation média. Voilà. Donc après, effectivement, la saturation est un phénomène qu'il faut absolument éviter parce qu'on risque d'avoir l'effet inverse. Mais l'avantage d'un test and learn, c'est qu'un test and learn permettra très rapidement de mesurer l'effet de saturation. François-Xavier, pour rebondir sur ce que disait Christine, ce qui est très intéressant aussi, et je prendrai un exemple pour illustrer ça. Oui, on peut parler de saturation, il y a un risque de saturation, mais il faut quand même être conscient du mouvement qu'on est en train de vivre. Enfin, je prendrai un exemple. Qui aujourd'hui écoute encore sa radio dans sa salle de bain le matin ou dans sa voiture? Les changements de consommation, ouais, il y en a de moins en moins quand même. Si, il y en a encore, j'exagère. Les changements de consommation font que on va plus être enclin à allumer Spotify pour écouter une playlist que d'écouter Énergie pour écouter le dernier hit du moment. Je suis un peu dur, mais c'est la réalité. Les habitudes de consommation média changent au même titre que les habitudes de consommation e-commerce changent. Et donc, par définition, ça crée de nouvelles opportunités pour les annonceurs, pour les marques. Ça crée aussi de nouveaux canaux finalement. Et ça, je pense que c'est quand même, on en est encore qu'au début. Et on est très loin d'une saturation. Pour autant, il faudra rester vigilant effectivement sur cette partie. Ouais, une autre question ensuite, qui est une autre question de Marianne Léonard et qui est plus pour Christine. Je ne sais pas si elle va apparaître parce qu'elle n'a pas mis de point d'interrogation à sa question. Ah si, c'est bon, voilà. Sur les équipes pluridisciplinaires, est-ce que vous pensez que le directeur lead marketing généraliste va reprendre de la valeur au sein de l'organisation? Ah oui, Ah oui, complètement. C'est un excellent commentaire et question. Je l'appelle toujours moi le mouton à 5 pattes parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Je pense le métier du marketeur demain est de plus en plus compliqué. Il l'est déjà aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre la technologie. Il faut être passionné des datas aussi pour pouvoir aussi les capter en temps réel, les analyser et les faire analyser. Et puis aussi, il faut avoir quelque part cette vélocité dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir prendre des décisions rapidement avec agilité pour surfer sur les tendances consommateurs. Donc effectivement, je pense que ce nouveau cet architecte ou ce chef d'orchestre du marketing va avoir un rôle très très important et c'est des talents qui se construisent parce que je pense que c'est des talents qui existaient probablement pas il y a 10 ans et c'est des talents qui se construisent, qui se forment et qui vont être indispensables dans le dispositif marketing. Une remarque, parce que tout à l'heure, on avait dans le mix, on avait un peu posé la question, c'est une question de Michel Laugereau qui réinsiste sur ce point, c'est l'environnement du digital, enfin l'environnement, l'impact écologique du digital. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus, sachant qu'effectivement, il va prendre plus d'ampleur? Quelles responsabilités les marques aussi vont jouer là-dessus? Moi, je peux apporter juste un point. J'élargirais quand même l'écologie quand même à une responsabilité sociétale. C'est aussi tout ce qui est RGPD et puis aussi data privacy. C'est que demain, on aura de plus en plus, on utilisera de plus en plus ces données. On vient d'en parler quand même aujourd'hui. Et dans quelle mesure aussi on a une responsabilité en tant que marque à s'assurer que les données consommateurs sont quand même utilisées à bon escient et d'une manière suffisamment anonymisée pour pouvoir ne pas trop rentrer dans la vie privée. D'autant plus qu'on a parlé de contenu digital, etc. Donc voilà, il y a un risque effectivement sociétal. Vous parlez plus de responsabilité globale de l'entreprise, que ce soit du point de vue de l'environnement, de la privacy ou de la responsabilité dans la société, du bien-être commun, quoi. Globalement. Vous élargissez, vous, le débat à ce rôle-là des marques. Absolument.
Ouais, je pense que ça s'ouvre. Par exemple, nous, pour notre secteur d'activité L'Oréal, pour ouvrir le débat aussi, on est convaincu que santé et sécurité des produits sont le futur de la beauté demain. Donc après, l'impact écologique, ouais, je pense. Enfin, je suis assez d'accord avec la réponse de Christine aussi sur le respect de la vie privée aussi. Et on va reprendre une dernière question, alors je pense que ce sera la dernière, d'Andrea Paolo, qui pose une question qui reprend un peu qui rebondit sur ce que disait François-Xavier tout à l'heure. Les consommateurs se sont tournés vers le e-commerce durant le confinement. Pensez-vous que les annonces publicitaires de demain devront plus que jamais faciliter et inviter à l'achat? Donc des annonces très activation et promotionnelles finalement. L'activation et la promotion, c'est pas la même chose. Hein. Oui. Il y a ce qu'on fait en publicité et ce qu'on fait en promotion. Mais effectivement, oui, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus d'annonceurs ou dans ce qu'on voit sur les publicités, il y a de plus en plus de call to action vers le e-com. Oui, alors après, effectivement, je pense qu'on ne verra pas d'une manière générale plus d'incitation à l'achat, parce qu'elles comme disait, elles existent déjà aujourd'hui. Ça existe déjà, que l'incitation à l'achat a lieu offline, chez le distributeur du coin, voilà, ou chez Mariolo, ou chez Sephora, ou chez Carrefour, voilà. Sauf que demain, elle sera peut-être un peu plus orientée vers les canaux digitaux. Voilà. Mais dire que on va faire plus de performance marketing versus brand marketing, je pense que c'est pas le cas. C'est pas le cas. La digitalisation des modes des réseaux de distribution ne va pas inciter à plus de performance marketing, donc selon vous. Très bien. Et ben c'était la dernière question. Merci à tous les trois. Merci à tout le public qui était là. Désolé encore pour les petits soucis techniques que l'on a eu, qui se sont réglés finalement. Je vous donne rendez-vous, Stratégie vous donne rendez-vous le 4 juin pour un séminaire avec les FAP sur les nouveaux visages du marketing digital. On remercie encore The Trade Desk et nos trois invités, Christine Rémoville de Bain, Céline Largy chez L'Oréal et François-Xavier de The Trade Desk, donc pour ce séminaire. Merci encore. Merci aussi pour vos questions actives, à tout le public d'avoir répondu présent. Et on vous dit à très bientôt pour les rendez-vous de stratégie. Au revoir à tous. Bonne journée. Et merci au public, tous vos retours qui fusent. Hein. Merci à tous. Merci à Stratégie pour l'organisation. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Au revoir.